C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors sur la scène intérieure, le Premier ministre Édouard Philippe met quelques gouttes d'assouplissant dans son projet sur les retraites. Sur la scène extérieure, le chef de l'État, lui, durcit le ton et demande une plus grande implication de ses alliés européens au Sahel après l'accident qui a coûté la vie à 13 soldats au Mali. Lundi, la France rendra donc hommage à ces 13 hommes. Un moment d'unité qui sera de courte durée car la colère sociale ne se tarit pas à l'approche de la grande journée de mobilisation le 5 décembre. On débat de ces deux sujets avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. De Paris Match. Bonsoir Benjamin Morel, vous êtes politologue. Merci de votre présence et merci à vous Alexandre Malafaille d'être là. Vous êtes président du think tank Sinopia. Donc, il y a quelques jours, dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, Emmanuel Macron provoquait des remous en déclarant que l'OTAN était en mort cérébrale. Aujourd'hui, alors qu'il recevait le patron de l'organisation militaire qui se réunit la semaine prochaine à Londres, voici ce qu'il a déclaré, c'était aujourd'hui. Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je lui dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique. Jean-Marie Colombani, revoir les modalités d'intervention de la France au Sahel, en quelque sorte, ça veut dire quoi? Qu'il peut remettre en cause? Il y a une phrase qui me rend perplexe, c'est « toutes les options sont ouvertes ». Oui. Parce que si on dit « toutes les options sont ouvertes », on commence par envisager le retrait, c'est-à-dire la politique prônée par la France insoumise, ou bien la politique que pratique Donald Trump en Syrie au grand mécontentement de la France, ou en Afghanistan. Donc on ne comprendrait pas cela. C'est peut-être destiné à ceux qui mettent pas la main à la pâte, justement. Oui, probablement, mais est-ce une bonne façon d'aborder les choses que de dire cela? C'est vrai que la nécessité pour la France est d'élargir les soutiens, et notamment on est parti à la recherche des soutiens européens, mais il y a quand même plusieurs obstacles à cela. Alors d'abord, il faut rappeler que l'ONU est présente, qu'il y a le G5 Sahel, qu'il y a des pays africains, que dans les pays africains, il y a une armée qui est une armée forte, qui est l'armée tchadienne. Et donc, on n'est pas tout seul non plus, même si... Non, mais enfin, la MINUSMA, ce n'est pas du tout le même rôle, oui, Jean-Marie. Bien sûr, l'ONU, ça n'est jamais le même rôle. Mais néanmoins, dans l'ONU, il y a des soldats allemands, ce qui est un pas considérable pour l'Allemagne. On l'a un petit peu oublié. Dans ce qui assiste les soldats français, il y a aussi des hélicoptères britanniques. Il y avait eu un moment des soldats polonais. Il y a des soldats estoniens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas rien. Mais en même temps, tout ce qui concerne la défense européenne est embryonnaire. Oui. Donc la question est comment on amène nos partenaires européens à faire davantage ou à s'impliquer davantage. Alors comment le fait-il? Il commence par décréter la mort cérébrale de l'OTAN, à un moment où on va avoir besoin de l'OTAN. Donc il sème le trouble chez nos partenaires et alliés, à un moment où il va faire appel à eux. Deuxièmement, chercher le soutien des autres Européens, bien sûr, mais à un moment où il a braqué une bonne partie de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, avec son refus d'envisager que la Macédoine du Nord, un jour très lointain, ou l'Albanie rejoignent un jour très lointain l'Union européenne. Donc il n'a pas créé les conditions d'une oreille attentive. Et c'est là qu'on ne comprend pas trop, du moins la façon dont il s'exprime, ou la façon dont il joue d'un avantage ou d'un autre. Alors on voit bien quel est l'objectif. L'objectif, c'est de faire que nous ne soyons plus seuls et qu'il y ait des renforts militaires venant d'autres pays européens. Est-ce qu'il emploie la bonne manière pour y parvenir? Je ne sais pas. Alors, Alexandre, on fait un petit tour de table. Donc, il assume effectivement ses propos, on l'a vu sur la mort cérébrale, mais ce qu'il vient de dire là, c'est une façon d'enfoncer le clou, comme le dit Jean-Marie aussi. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Marie Colombani sur la partie européenne et des problématiques européennes auxquelles on est confronté. La méthode d'Emmanuel Macron n'est pas forcément très productive parce qu'il est seul contre tous et il braque davantage qu'il n'allie à lui des gens qui pourraient avoir des positions assez convergentes, mais comme par principe il décrète que c'est lui qui a raison et voilà ce qu'il faut faire, forcément les autres sont plutôt stérilisés. Sur les questions africaines, il est quand même assez légitime à mettre les pieds dans le plat. Oui. Parce que c'est quand même la France
toujours la France qui paye le prix du sang avec les armées africaines. Au Mali, ces dernières semaines, l'armée malienne a perdu une centaine de soldats. On n'a pas parlé. Donc c'est nous qui payons le prix du sang, c'est nous qui sommes en point. Pardon, mais c'est la sécurité de la France. Non, pardon. Ce que je crois que Emmanuel Macron est en train de dire, c'est que d'abord, c'est pas que la sécurité de la France, parce que les problématiques de crise migratoire et de montée des pressions démographiques entre l'Afrique et l'Union européenne, on en est sans doute qu'au début, et ça ne concerne pas que la France, et ça finira par concerner toute l'Europe. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on en ait extrêmement conscience. Et deuxièmement, je crois que c'est le bon moment, pour le coup, c'est sans doute astucieux, de dire toutes les options sur la table. Si vous ne nous aidez pas, comme nous on paye le prix du sang, on se donne tous les scénarios du possible. Est-ce crédible? Non, mais c'est une question de crédibilité. C'est une question de crédible. Non, mais c'est peut-être non, mais c'est pas souhaitable. Mais en tout cas, c'est une manière de faire monter les enchères à un moment donné où on paye le prix et on peut pas continuer à payer le prix seul. Virginie. Je crois que tous ceux qui s'intéressent réellement à cette question et qui se posent la question de l'utilité de la France dans cette zone ne la remettent pas en question. L'interrogation, c'est la France, là-bas, elle doit y être. Est-ce qu'elle doit y rester seule? C'est ça la grande question. Et effectivement, Emmanuel Macron a l'air de lier le maintien de la France là-bas avec l'aide d'autres pays européens. Ça ne me semble pas être disons, un raisonnement très opérationnel. Pour autant, je rappelle quand même que la France, là-bas, envoie 4500 hommes depuis 2013 dans ce qui était l'opération Serval, devenue l'opération Barkhane en 2014, que la France est très seule dans des zones où elle a face à elle un ennemi quasiment invisible qui connaît... Elle a plusieurs acteurs. Disons, terroristes. Si le but c'est de combattre le djihadisme, c'est une lutte quasiment sans fin, parce qu'au fur et à mesure que se détruisent des groupes djihadistes, s'en reconstituent d'autres. Ce sont des gens qui connaissent par cœur les moindres recoins de cette énorme bande qui est aussi grande que l'Europe et dans laquelle les Français sont quand même très seuls et très isolés. Je rappelle que le climat est très difficile, il fait très chaud, les vents sont très violents et les soldats qui sont là-bas sont en général des soldats qui y vont parfois pour la deuxième ou la troisième fois, qui sont très expérimentés, mais qui malheureusement ont en face d'eux un ennemi à la fois invisible et prêt à tout. Oui. Donc la question effectivement de savoir s'il faut maintenir les Français tout seuls là-bas se pose, mais la question de savoir s'il faut les rapatrier s'il n'y a pas d'autres pays européens me semble pas être la bonne question. Benjamin, est-ce que ce débat, lancé d'ailleurs le jour même où on apprenait la mort de ces 13 soldats, la France insoumise mettait les pieds dans le plat, bon, elle le dit depuis le début, depuis 2013, la France insoumise est à ce même discours, c'est-à-dire faut pas, on n'a rien à faire en Afrique. Est-ce que ce débat est légitime aujourd'hui ? Si vous voulez... Ou s'il y a certains disent on commence c'est un peu l'Afghanistan, quoi. Tout débat est légitime, si vous voulez, il est normal que l'opinion publique et que le Parlement exercent un contrôle sur les opérations extérieures de la France. Il est relativement limité en France. Est-ce que ce débat induit d'autres solutions qui seraient des solutions crédibles? La réponse actuellement est non. On voit très bien que le G5 Sahel fait ce qu'il peut, mais que très clairement, ce n'est pas une force qui aujourd'hui peut permettre de contenir ces groupes djihadistes, qu'à partir de là, le rôle de la France est un rôle essentiel. Et comme c'était très très bien souligné, si jamais la France devait se retirer demain, eh bien, cela poserait énormément de problèmes sur le terrain. Et très clairement, on aurait un retour à la situation qui était celle avant l'intervention décidée par François Hollande. Et qui s'est faite à la demande qui s'est faite à la demande du Mali. Absolument. Voilà, et qui est aujourd'hui une présence qui est à la demande des pays concernés dans la région. Donc très clairement, la présence française actuellement est nécessaire, est-elle suffisante et ne peut-elle pas être remplacée en effet par une intervention plus large, notamment au niveau européen? Si vous voulez, le problème, encore une fois, c'est qu'Emmanuel Macron, là-dessus, agit en mettant un peu au pied du mur ses partenaires européens qui sont déjà échaudés, notamment par les déclarations sur l'OTAN, etc., et qui, à partir de là, n'ont pas vraiment l'intention, y compris au regard de leur opinion publique interne, eh bien, de donner quitus à Emmanuel Macron. Et ensuite, il faut quand même considérer que ce que l'on dit et qui est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la France qui est menacée par ces mouvements, c'est évidemment toute l'Europe, mais nos partenaires européens ne le ressentent pas forcément comme ça. Mais Jean-Marie n'aurait pas le droit de... Oui. Les visions stratégiques de chaque État européen sont relativement différentes, et notamment en Europe de l'Est. Le menace apparaît plutôt à l'Est en Russie, pas forcément dans le Sahel. Arriver à changer, à construire une culture géopolitique commune en Europe, ça c'est un défi, mais c'est pas encore un défi qui a été gagné. Est-ce que critiquer l'OTAN, est-ce que dans le fond, l'OTAN se pose les bonnes questions stratégiques aujourd'hui ?
Peut-être faut-il revoir C'est pas- complètement la oui, oui. vision stratégique que l'OTAN a d'elle-même. Il a au moins le Ça me courage semble- de le dire. Ça me semble, il a le courage de le dire, mais en même temps, la façon dont il le dit a braqué quand même tout le monde contre lui. Ça a À un braqué, moment, oui. mais non, à un moment où il faut entraîner et coaliser Ça a autour de braqué soi. Quand vous voulez Washington. coaliser, quand vous voulez Trump se laisse coaliser, braquer par- et Oui. c'est du peu si vous braquez mais j'entends Washington bien, sur mais- l'OTAN, enfin, il reste Trump, pas grand-chose. Trump. Si vous voulez Mais- coaliser autour de vous, il faut quand même se donner les moyens de la diplomatie, de la conviction et ainsi de suite, plutôt que d'avoir ce genre d'attitude. Mais moi, je voulais redire deux choses. Tous les militaires savent qu'aucune solution militaire n'est valable si elle n'est pas en perspective d'une solution politique. Et la solution politique dans cette zone, elle est évidemment africaine. Elle est africaine avec une Afrique qui devient aussi le champ clos de rivalité avec une implantation chinoise de plus en plus visible, une implantation russe en Centrafrique et ailleurs de plus en plus visible, et une implantation historique de l'Arabie saoudite dans certaines zones aussi. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique majeur. Il faut en convaincre les autres Européens. C'est ça le travail qu'il faut faire, vraisemblablement. Et moi, j'ai toujours un point d'interrogation dans cette région, c'est que la seule armée, enfin, une des rares armées qui soit compétente et efficace dans ces zones désertiques, c'est quand même l'armée algérienne. Donc, Ouais. où est l'Algérie? C'est aussi une question diplomatique majeure pour la France. Mais sur ces questions stratégiques, Alexandre Malafaille, Jean-Marie le laisse entendre. La France vient quand même faire le sale boulot. Hein, elle vient faire un peu le bouclier pour empêcher l'extension de ces djihadistes et protéger aussi ce que les économistes appellent cette Afrique utile, c'est-à-dire les côtes de l'Ouest vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et d'autres viennent faire des affaires pendant que la France, elle est là à faire le garde-chiourme. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de, c'est vrai, d'injustice dans ce qui se fait aujourd'hui? On pourrait déjà parler de la conditionnalité de l'aide qu'on apporte aux pays africains dans le cadre de différentes organisations type l'AFD, etc. Et là, ça ferait effectivement du bien de s'en soucier, d'avoir à un moment donné un peu plus de réciprocité que ce qu'on peut avoir. Parce qu'on protège des pays africains. En même temps, aussi. c'est très difficile parce Oui. que dès que vous voulez avoir ce type d'approche, on vous taxe de retour de la France-Afrique, etc. Donc il faut qu'on fasse attention. Mais le vrai sujet aujourd'hui, à mon avis, et là où je pense Emmanuel Macron a raison, c'est qu'il doit y avoir, à mon avis, un autre point qui rentre en ligne de considération, c'est que vous avez beaucoup de djihadistes qui sont aujourd'hui dans une zone qui est le Moyen-Orient, qui ne vont pas y rester indéfiniment en l'état de la situation. Donc si ces djihadistes se retrouvent à aller de manière massive dans la zone Sahel, là encore, on peut imaginer qu'on va vraiment s'installer dans un conflit de longue durée. Et si on est seul, c'est aussi ce qui, à mon avis, préoccupe Emmanuel Macron, si on reste seul en étant le seul pays en pointe à avoir des positions et des positions offensives, on sera le seul pays absolument détesté et cible. Et ça, dans la durée, c'est pas tenable. Or, tant qu'on sera la seule organisation à porter le fer et à faire le job aux côtés des Africains sur les questions sérieuses et les questions offensives, on aura cette difficulté de nation, de porter le poids d'une nation qui est remise en question. Donc je pense que la problématique, après, est-ce que la méthode est la bonne? On verra bien. Mais là, on est forcément dans du rapport de force. On ne peut pas être dans une autre logique que celle-là avec des pays qui ne veulent pas y aller, qui n'ont pas la conscience qu'il faut y aller ou qui ne veulent pas se préoccuper d'y aller parce que c'est évidemment très difficile d'assumer le prix du sang. Mais là encore, on est rentré dans un moment donné où s'il n'y a pas cette volonté collective, je pense que pour le coup, on a raison de dire que l'OTAN est, de son point de vue, par rapport à cette zone d'influence qui est la sienne, dans une logique d'encéphaloplat, parce qu'il faudrait un peu réfléchir au problème et trouver des solutions. Et quant à l'Union européenne, pardon, mais il y a un certain nombre de pays qui pourraient aller un peu plus loin. On peut comprendre que pour les Allemands, ce soit très difficile de mettre des soldats Danemark, engagés sur le front, sur le feu, mais d'autres pays pourraient quand même faire preuve d'un peu plus d'engagement. Je pense que ce serait aussi un signal très important à envoyer aux pays africains et aux populations africaines qui verraient que ce n'est pas simplement la France, mais c'est une coalition qui vient aider dans un but qui est un but après d'établir le plus possible la paix et en même temps, ce qui manque, de faire grandir l'économie. On va clore ce chapitre, Virginie et Benjamin. Oui, juste un mot. On ne peut que souligner dans ce dossier l'absence complète de ce que certains appellent l'Europe de la défense. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de position commune, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'entente. Et jamais, je trouve, l'Europe n'a fait montre, à contrario, de ses divisions que dans ce dossier. Virginie, pour une raison simple, c'est que c'est l'OTAN l'outil de défense des Européens. Donc voilà, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'un jour, une défense européenne soit le pilier
européen de l'OTAN, mais C'est ça. digne de ce nom. C'est ça. Mais à ce stade, on en est loin. en est Donc, très très loin. Il est logique que nos partenaires et amis européens raisonnent d'abord OTAN. Oui, Si mais, vous voulez, mais parce que pendant ce temps-là, rien ne se fait au niveau européen. Oui, mais C'était juste Ça peut bouger là. On met un peu Oui. la charrue avant les bœufs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en disant il faut une défense commune européenne, ça implique tout de même qu'on ait encore une fois une vision géostratégique commune en Europe pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette défense européenne. Que nous Aujourd'hui, n'avons pas. c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'une défense européenne, certes, mais pour faire quoi et pour aller où? Le fait d'aller au Sahel n'est pas une évidence pour tous nos pays. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a certains pays qui pourraient bouger, mais est-ce que faire bouger ces pays implique justement de mettre leur gouvernement en porte-à-faux avec leur opinion publique sur la question de l'OTAN, sur la question d'un engagement militaire plus important, ou est-ce que justement il faudrait voir en coulisses, essayer de voir comment est-ce qu'on peut évoluer de façon commune vers une meilleure vision géostratégique? Là, il y a un pari fait par Emmanuel Macron. La réaction de Berlin à la remise en cause de l'OTAN montre que c'est quand même pas un pari gagné. Et certains regardent vers Moscou aussi. Oui, bien sûr. On Et va... vers les Turcs. Pardon. Et vers les Turcs qui jouent un rôle de plus en plus important en Afrique en ce moment. Absolument. Sur la scène intérieure, on change de sujet. L'heure est visiblement à l'apaisement sur le front des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit ouvert et prêt à reculer la date d'application de la réforme. Je vous propose de l'écouter, on en parle. Deuxième principe que nous avons pris, c'est celui d'affirmer et de mettre en œuvre un principe clair. Les droits acquis seront conservés à 100%. Le rapport du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, proposait d'exclure du système universel ceux qui seront à moins de 5 ans de la retraite en 2020 lors du vote de la loi. S'il faut que la réforme s'applique à des personnes un peu plus éloignées de la retraite que ce qui était envisagé jusqu'ici, afin de prendre en compte les choix individuels faits par nos concitoyens, je suis prêt à en discuter avec les organisations syndicales. Voilà, et le Premier ministre a ajouté « Nous allons mettre fin aux régimes spéciaux, mais nous ne voulons pas stigmatiser ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. » Alors, c'est quand même curieux, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron dénonçait la mobilisation du 5 décembre en disant qu'elle était corporatiste. C'était « Oh, les méchants corporatistes contre moi, le réformateur ». Alors, moi, je vais vous faire un aveu. Quand on parle des retraites, mon cerveau est un immense terrain vague. Donc, vous allez un peu m'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Est-ce que là, il se dit, bon, sans la CFDT, je peux rien faire, donc j'avance quand même petit à petit en attendant la journée fatale du 5. Fatale ou pas fatale? La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui dans une bataille de communication. Vous avez d'un côté le président de la République, Richard Ferrand également, dans son interview du JDD il y a une semaine et demie, qui dit grosso modo, c'est une grève pour maintenir des inégalités et donc vous ne pouvez pas soutenir cette grève parce que c'est pour les régimes spéciaux et on a des enquêtes d'opinion qui, à tort ou à raison, montrent que ces régimes spéciaux sont plutôt impopulaires. D'un autre côté, vous avez les syndicats qui disent, eh bien grosso modo, on va faire grève, mais si nous faisons grève et si certaines professions ont la capacité de plus se mobiliser que les autres, c'est contre un système de transformation des retraites qui va pénaliser tout le monde. Et on voit que dans cette bataille de communication aujourd'hui, les syndicats ont une longueur d'avance parce que quand on prend là encore les enquêtes d'opinion, on voit que très clairement, cette réforme apparaît relativement impopulaire et qu'il y a un sentiment diffus dans beaucoup de catégories, y compris certaines qui soutiennent la République en marche, que, eh bien, elles vont perdre à cette réforme et qu'à partir de là, même si les régimes spéciaux, c'est pas sa tasse de thé, eh bien, il vaut mieux soutenir cette grève justement pour se protéger soi-même. C'est ce qu'essaye aujourd'hui de désamorcer le gouvernement. Ces tentatives d'Édouard Philippe de quelque peu rétropédaler, des rétropédalages qui étaient déjà prévus, si vous voulez, doivent permettre eh bien, de désamorcer ce sentiment de solidarité. Pour l'instant, encore une fois, quand on prend les enquêtes, c'est pas gagné. Ouais. Jean-Marie, vous Non, êtes d'accord en avec effet, ça le juge de paix, ce sera l'opinion, parce que 95, qui est le point de référence, C'est l'argument massu c'était évidemment du une gouvernement, grève d'ailleurs. très fortement soutenue par une majorité de Français. Donc ce que va essayer de faire le gouvernement, c'est de dissocier cette majorité de Français des grévistes. Mais de toute façon, on est là dans un moment politique majeur. C'est un moment politique majeur pour le président de la République, qui a décrété qu'il jouait son image de réformateur, transformateur, entre guillemets révolutionnaire sur cette réforme-là, et donc d'une certaine façon, il colorera son quinquennat en fonction du succès ou de l'échec de cette réforme, donc enjeu politique absolument majeur. Et de l'autre côté aussi, parce que quand le secrétaire général de la CGT parle de la convergence des luttes, la convergence des luttes, c'est par définition un mot d'ordre politique. Ça veut dire quoi? Ça débouche sur quoi s'il y a convergence des luttes? Ça débouche sur le grand soir.
Donc on est là dans un affrontement vraiment de positionnement. Oui, donc très une fort, logique d'affrontement. face à face. Oui. Et entre les deux, il y a des syndicats dits réformistes qui vont essayer, en effet, de faire prévaloir d'une certaine façon une voie de la raison, à laquelle Édouard Philippe a paru donner un petit peu la main dans ce qui apparaissait, comme vous le disiez, comme l'apaisement, mais qui n'est pas apaisement aux yeux de tout le monde. Hein, parce que, encore une fois, donc on a ces deux blocs-là, et je ne sais pas du tout comment les choses vont... Comment les choses vont aller parce que la CFDT, de toute manière, ne veut pas de mesure d'âge. Or, Édouard Philippe, c'est-à-dire soit d'augmenter la durée de cotisation, soit de travail, soit l'âge pivot. Je ne sais pas comment les choses vont aller, mais si je peux évoquer la façon dont les choses se sont déroulées depuis quelques semaines, je dirais que la cacophonie, le bruit très contradictoire, pour ne pas dire parfois même conflictuel, qu'ont entretenu les différents membres de l'exécutif a été plus que détestable pour l'opinion publique. Ceux qui avaient compris quelque chose quand Jean-Paul Delevoye a rendu son rapport ne comprennent désormais plus rien à cette réforme. Ouais. Et ce qui semblait particulièrement anxiogène, me semble-t-il, pour l'opinion publique, c'est que le gouvernement avait l'air de découvrir les complexités de la réforme au fur et à mesure qu'il réfléchissait à son application. Ce qui veut dire que cette réforme qui a été présentée comme la réforme essentielle d'Emmanuel Macron et qui a été annoncée dès la campagne présidentielle n'a finalement pas été si bien préparée que ça. Et ça a peut-être été le plus inquiétant pour l'opinion publique qui se dit mais finalement on va où, puisque ceux-là même qui veulent nous y emmener n'ont pas l'air de très bien savoir l'atterrissage. Et cet atterrissage aujourd'hui est un tout petit peu plus clair, j'allais dire, dans son entrée en vigueur, puisque Édouard Philippe semble dire que ce ne sera plus ceux qui sont nés après 1963, mais ceux qui sont nés après 1970 qui vont être concernés par cette réforme. Mais les contours précis de la réforme, je pense que personne ne les comprend. Personne. Et y compris même le gouvernement. Ça va donner quoi, là, l'entrée dans l'atmosphère de cette réforme? Est-ce que vous en pigez les contenus, les contours? Non, mais l'intention de départ, on pensait d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une très bonne intention. Le système de base à points, un système égalitaire, en tout cas universel. Je ne sais pas si c'est une très bonne intention. Non, mais sur le principe, on peut comprendre que de dire faire un système on peut comprendre que ça soit une réforme. Est-ce que c'est une bonne réforme? Soit fondé sur l'équité. Voilà, sur le principe, ce qui était les attendus du départ, c'était plutôt une bonne idée. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est une réforme qui a été très mal emmanchée en termes de méthodologie, pour quelques raisons simples. D'abord, ce que vous avez dit, c'est très vrai sur ces dernières semaines, mais avant, je pense que là encore, il y a un déni de réalité. C'est-à-dire que la France d'aujourd'hui, celle du nouveau monde dans lequel on est censé être entré depuis le renouveau démocratique amorcé en 2017, c'est une France en fait qui a peur de l'avenir. Les Français ont peur de l'avenir, ça se voit, toutes les tendances d'opinion le confirment. Ils ont peur de demain, ils ont peur de la précarité, du chômage, de l'insécurité, des migrations, du climat, etc. Et en plus, ils ont un sentiment de plus en plus prégnant de se faire avoir. Parce que la parole publique est très régulièrement trahie, parce que voilà, on est dans un monde qui est assez agressif, et ces doubles sentiments font que les gens ne réagissent plus de la même manière. Et donc, si vous voulez, une réforme comme celle-là, au lieu, au bout du compte, peut-être d'y arriver et de la consentir, ou d'y consentir, elle va d'abord être subie. Et un pays qui subit, c'est pas un pays qui va dans le bon sens. Donc elle crée d'autant plus de la défiance, de l'attention. Attendez, je voudrais terminer. Et juste pour dire que je crois qu'en fait, à ce stade de la conflictualité et de cette tendance qui consiste finalement à opposer une France contre une autre, parce que c'est comme ça que ça va se passer, il va y avoir une France contre une autre, je pense que le nouveau monde, si je puis dire, qui est au pouvoir, devrait essayer finalement non pas de botter en touche, mais de redonner du temps au temps. Je pense que de l'affrontement du 5 décembre, du 6 décembre, du 7 décembre, du 8 décembre, va sortir, s'ils veulent passer en force, parce que le calendrier c'est de passer quand même en force une fois qu'ils auront fini d'écouter tout le monde entre le 10 et le 15, c'est ce qui est dit, non, mais c'est ce qui est dans le calendrier aujourd'hui. Moi je pense qu'il faudrait donner du temps au temps et peut-être expérimenter d'autres méthodes de gouvernement. Il y a quelque chose qui est à laisser aujourd'hui au niveau du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, cette fameuse convention citoyenne. Eh bien moi je pense que ce serait pertinent sur l'écologie, exactement. Je pense que ce serait pertinent de confier à un jury citoyen tiré au sort l'examen du projet pour essayer de rapporter un peu de confiance. Parce que ça se trouve, ce texte, une fois qu'il aura été présenté par le gouvernement, il est très bien. Même s'il y a quelques différences pour les uns, etc., il est peut-être très bien, il est très équilibré. Si on pouvait rapporter de l'objectivité et confier à des citoyens tirés au sort le soin d'examiner la problématique, en tout cas redonner par d'autres explorations d'outils démocratiques, d'autres expérimentations. Si le gouvernement est un peu paumé, vous imaginez quelques lampes blancs. Le problème, c'est pas de savoir si le gouvernement est paumé, c'est de savoir si les projets peuvent être acceptés. On en est là aujourd'hui. Quand la loi n'est pas acceptée, déjà, voyons ce qui sort du chapeau et dire, le gouvernement pourrait dire ce projet, on va en confier l'examen à une convention citoyenne pour essayer de voir ce qu'il en est, essayer de rapporter de la confiance et surtout éviter le choc du 5, 10, 15, 20 décembre et d'avoir des gagnants et des perdants comme on a toujours eu quand on fait en France des négociations qui se terminent dans le temps que c'est aujourd'hui une stratégie perdante, cette idée d'avoir des gagnants contre des perdants, étant donné que vous voyez qu'au sein même
de l'électorat de LREM, ça craquelle. Ça craquelle notamment du côté des professions libérales et des cadres qui ont plutôt compris qu'ils seraient perdants à cette réforme. Et vous voyez que cette réforme est soutenue majoritairement par les sympathisants LREM, mais entre 70 et 80%. Or, cette base électorale-là, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre d'en perdre 20 à 30%. Donc là, il y a un vrai problème, justement, dans cet affrontement bloc contre bloc. Ensuite, vous avez un problème de calendrier. Très clairement, vous ne faites pas une réforme des retraites à ce stade du quinquennat. Et surtout, vous ne la faites pas, justement, en force à ce moment-là, alors qu'on rentre dans un tunnel électoral avec des municipales et surtout après donc c'est avec des régionales. C'est une erreur politique. Si vous voulez, on la reporte après les municipales en disant elle n'influera pas sur les municipales. Le problème, c'est qu'après, vous avez des élections régionales. Qu'est-ce qu'on fait aux élections régionales ? On a une proportionnelle au premier tour. On arrive à se compter et c'est un an avant les présidentielles. Donc, si jamais vous avez jamais rien, si jamais vous avez une réforme qui pèse électoralement à ce moment-là, c'est une mauvaise entrée en campagne. On fait jamais rien. Mais justement, une réforme comme ça, il y avait 2 ans pour la faire, 2 ans sans élection. C'était plutôt à ce moment-là. Nous nous sommes dit souvent qu'il fallait plutôt donner du temps au temps dans cette affaire. Sur la partie politique de l'affrontement, j'ai oublié un élément essentiel. C'est le soutien de Marine Le Pen à une manifestation organisée notamment par la CGT, enfin à un mouvement social. Et c'est un virage important pour le Front National qui rentre tout à fait dans la progression pas à pas de Marine Le Pen vers sa représidentialisation ou la crédibilité. Parce que même les Gilets jaunes, elle avait été plutôt mezza voce. Oui, exactement. Par ailleurs, il ne faut pas non plus jeter le système actuel en disant qu'il est inique ou inéquitable. Le système actuel est efficace. Il sert plusieurs millions de nos compatriotes. Et en même temps, le nombre, par exemple, des gens qui vivent du minimum vieillesse s'est considérablement réduit avec les années. Donc on peut considérer que c'est un système qui fonctionne et qui est efficace. S'il y avait, et il y a, des choses à corriger, notamment vis-à-vis des carrières des femmes, ça peut se faire sans passer à un système différent. Ça peut se faire à l'intérieur du système actuel. Donc l'argument n'est pas aussi évident que de dire la retraite à points, c'est par définition meilleur. Plus encore, quand on avance dans ce système à points, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes qui surgissent à chaque étape. Le dernier exemple en date de la conférence de presse du Premier ministre, c'est le cas des enseignants. On s'aperçoit que pour les enseignants, il va falloir de toute façon des mécanismes de compensation. Ah oui, pourquoi de compensation ? Parce que de toute façon, ils étaient lourdement perdants dans le système envisagé. On est tous d'accord pour dire qu'on aura un système universel à points avec autant de cas particuliers qu'il y en a aujourd'hui dans le système actuel. Oui, mais il faut voir que le système à points... Il est urgent de ne pas dénoncer les bénéficiaires de régimes particuliers comme des privilégiés. Le système à points n'est pas une panacée. Vous prenez la Suède. En Suède, le système à points a creusé les inégalités hommes-femmes et a plutôt entraîné une baisse des pensions. Donc là, très clairement, le système... C'est l'objectif caché de la réforme. Peut-être, mais le système à points, en tout cas, n'est pas une panacée. Il ne faut pas penser que parce qu'on aura un système à points, il sera forcément plus égalitaire et meilleur. Il ne faut pas qu'il y ait une récession. Non, je voudrais juste ajouter un point, c'est qu'il faut vraiment quand même partir aussi d'un point qui est très important, c'est d'écouter les gens. Et de comprendre que si des gens ne sont pas d'accord aujourd'hui avec cette réforme, alors on stigmatise, on pointe les privilégiés de la fonction publique, mais je pense qu'on a tort de s'y prendre comme ça c'est sûr. Et deuxièmement, il ne faut jamais perdre de vue les conditions d'embauche qu'on a promis. Et quand la parole de l'État est celle de donner à quelqu'un une carrière qui est ce qu'elle est, et avec la perspective d'avoir une retraite à tel âge, avec telles conditions, et qu'en cours de route, on vient voir pour vous dire finalement, on reprend cette parole donnée, ça pose un vrai problème. Et donc je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça. C'est pour ça que la volonté d'une réforme comme ça, la mener de manière un peu autoritaire, non pas en marche, mais en force, pose le problème de la faisabilité. Virginie. Il me semble que le point le plus fragile de cette réforme aujourd'hui, dans l'état actuel de ce qu'on peut en comprendre et en entendre, c'est que au tout début, elle a été présentée comme une réforme qui serait parfaitement juste et parfaitement équitable et qui viserait à uniformiser tous les régimes. Et justice et crédibilité, justice pour et crédibilité pour les jeunes. Au fur et à mesure des semaines, que finalement certains régimes spéciaux seront plus ou moins maintenus, notamment ceux qui sont actuellement destinés à tous ceux qui portent des uniformes, que d'autres auront des exceptions, et que finalement l'équité qui était le point fort de la réforme et qui était, j'allais dire, le point le plus vendeur de la réforme, ne sera pas forcément plus respectée dans le nouveau système que dans l'ancien système. Du coup, les Français ne sont plus du tout fondés à se dire voilà, nous allons vers du mieux. Ils pensent qu'ils vont aller vers du pire, parce que non seulement l'équité ne sera pas rétablie, mais peut-être que leurs pensions seront plus faibles, en tout cas pour certaines catégories, et y compris, comme le disait Benjamin, des catégories qui font partie du socle électoral d'Emmanuel Macron.
Macron. Ouais, donc, notamment ils les vont- avocats. Ils vont peut-être refaire Il y a aussi des régimes pour- particuliers. Et les cadres. Les Pour cadres. complexifier encore les choses et pour rendre la chose encore plus difficile. Oui, Roselyne, pour il y a- stimuler mon cerveau sur les retraites. Hein. il y a un iceberg aussi dans cette réforme, c'est qu'on va transférer les retraites de la fonction publique au régime général. Pour le moment, les retraites de la fonction publique sont payées par l'État. Donc pour l'État, c'est une économie considérable vers le régime général qui, lui, a des réserves considérables, mais qui seront brûlées très vite si on y adjoint les fonctionnaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Ça, c'est un non-dit, mais pour l'État, c'est dans l'ambition très forte pour l'État, est de faire aussi une économie non négligeable. On passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bon. Bonjour Véronique, bon, j'espère que vous avez tout compris. J'ai tout compris et Voilà. j'ai essayé aussi de stimuler votre cerveau. Alors, du coup, parce qu'on va parler retraite. Eh bien allons-y alors. Allons-y, parce que Qu'est-ce que- les internautes en parlent. Mais oui, bah Voilà. oui. Et donc j'ai d'abord regardé quels étaient les sentiments que les internautes exprimaient autour de cette réforme. Mais globalement, on a 60% des émotions qui sont plutôt de la colère. Alors pour le résumer, c'est la CFDT, un syndicalisme pour l'ère Macron. Globalement, c'est 60% de colère qui disent les négociations vont être particulières et le sentiment que c'est un peu décidé et qu'en même temps, on ne sait pas bien ce qui est décidé. Donc une colère qui est diffuse sur plusieurs sujets. 25% de surprise parce que c'est le fait que le gouvernement va se réunir dimanche étonne beaucoup les internautes en disant mais voilà, ils vont faire quoi ? Ils vont se répartir les trucs. Enfin, voilà, ça n'est jamais qu'un séminaire, mais ça a l'air de les étonner. Un entre-soi, comme on dit. Voilà, et puis après 8% de joie, donc pas beaucoup pour des guides qui sont partagés sur les idées reçues ou les bonnes pratiques et comment va se faire la réforme, et 5% pour dire que les Français vont devoir travailler plus. C'est les propos de M. Édouard Philippe, ça provoque de la tristesse, mais ils sont tous d'accord, ils l'ont compris, c'est acté, on va devoir travailler plus, donc ça les rend un peu tristes, mais c'est comme ça. Et du coup, après, j'ai regardé, puisqu'ils ont l'air en colère, est-ce que cette fameuse grève du 5% provoque aussi de la colère ou de la joie voilà. Du 5 décembre. J'ai dit du combien 5%. C'est le déformation des chiffres tout le temps. Voilà. Donc, du 5 décembre. Et donc, oui, on en parle beaucoup. Et comme vous voyez, ça monte. La préoccupation autour de cette grève monte lentement, mais sûrement. On s'inquiète, on soutient, on s'interroge beaucoup. Donc là, j'ai été chercher les émojis. Parce que finalement, c'est le plus simple. Et vous voyez, dans les émojis, il y a un personnage assez dubitatif à double titre. Pourquoi cette grève ? Et en même temps, c'est quoi cette réforme ? Donc en fait, les gens ils se posent un peu des questions comme vous. C'est pas si clair que ça pour eux. Ah non. Le gros point rouge pour dire que c'est quand même très très important et que cette journée, elle va être importante par la mobilisation, mais elle est importante aussi pour les enjeux qu'il y a derrière. Et après, j'ai été regarder de nouveau les émotions, mais cette fois-ci sur la grève elle-même. Et il y a moins de colère sur la grève que sur la réforme, parce qu'il n'y a que 45% de colère. Et elle n'est pas tant sur le mouvement de grève en soi que sur Emmanuel Macron qui a dit c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Et ça agace les gens qui ont dit ça, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont envie d'aller manifester. 37% d'étonnement. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de corporations qui disent qu'elles vont rejoindre le mouvement du 5 décembre. Et en particulier les policiers, ça a provoqué énormément d'étonnement des internautes en disant c'est curieux. Et puis un petit peu 9% de joie, c'est la majorité des Français qui soutiennent la grève, ça a été annoncé dans plusieurs sondages et donc en fait les Français sont contents. Et puis 8% de tristesse par le côté reconductible de cette grève, parce qu'en fait c'est ça le vrai sujet derrière, c'est le 5 décembre est une chose, mais ça va durer et ce que je pouvais lire dans les messages aussi, c'est que les internautes sont assez convaincus que le gouvernement ne cédera pas. Et donc, comme il ne cédera pas, jusqu'où ça ira. Alexandre, une réaction peut-être sur ce qui vient d'être dit ? Moi, je pense que les internautes perçoivent très bien la réalité. Après, je ne sais pas si le gouvernement pourra se rester dans cette position qui dit ce sera ma réforme, vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai mis un doute parce que s'il y a une grève de 2 jours, on est d'accord, mais si ça dure 3, 4, 5, 6, 7 jours, à Noël, avec un vrai moment de Noël, paralysie, avec les fêtes de Noël, les magasins bloqués, etc., je ne suis pas sûr qu'ils puissent rester. C'est pour ça qu'à mon avis, il faudra qu'ils trouvent une solution peut-être pour botter en touche, pour renvoyer un peu plus tard, sans perdre la face. Surtout les surenchères ouvertes, parce C'est ça. qu'il y a
tellement de revendications catégorielles, ici et là dans le pays. On n'a pas parlé des paysans qui se sont... Eh ben, on va en parler. Eh ben, on va en parler maintenant. Mais je vous propose juste peut-être une réaction très vite, tous les deux. Oui, moi, il me semble que tout dépendra du soutien de l'opinion publique, non pas le 5 décembre, Non, c'est mais le après. 6, Mais le après. 7, le 8, le Oui, 9, c'est ça, le 10 c'est et le ce que 11. Alexandre, Et que si l'opinion publique finit par lâcher, effectivement, là, Emmanuel Macron ce que aura beau pense, jeu c'est vrai, de maintenir Je le reviens à projet. ça. Ce qui est important pour Emmanuel Macron, c'est son noyau dur électoral qui se mobilise à toutes les élections. Le problème, c'est que ce noyau dur électoral est fondamentalement contradictoire là-dessus. Il y a des professions qui s'opposent à cette réforme, on l'a dit, cadre et profession libérale, mais en même temps, Emmanuel Macron ne tombe dans sa base électorale que quand il arrête de réformer ou quand il est réputé ne plus pouvoir réformer. Et du coup, cette réforme, elle est fondamentalement problématique pour lui aujourd'hui. Absolument. Donc, on va parler des agriculteurs. Oui. Les agriculteurs, c'était un sujet qui a mobilisé évidemment. Les mal-aimés. Les mal-aimés. Et j'ai regardé sur. Est-ce qu'on avait plus parlé à Paris, où il y a eu ce fameux blocage, ou un peu partout? Ben non, vous voyez, on en a parlé un peu partout en France. C'est un sujet qui concerne tous les Français. C'est un sujet sur lequel les Français étaient un peu. En tout cas, les internautes, c'était. Voilà, on va dire qu'ils étaient un peu désarçonnés par le mouvement, par les revendications. D'un côté, ils soutiennent les paysans et ils soutiennent l'agriculture, et de l'autre côté, ils disent qu'il faut que ça change. Donc, on voyait des messages parfois un peu contradictoires. Et quand on regarde les mots qui étaient utilisés dans les messages, il y avait à peu près 90 000 messages, et bien, sur les messages dans la journée d'hier, il y avait le mot négociation qui ressortait en gros, en particulier parce que le résultat de ce blocage qui a mené à négociation, je ne sais pas, mais en tout cas une rencontre, était salué partout, tant par le fait que la FNSEA ne s'est pas entêtée et par le fait qu'ils aient une garantie d'être reçus et écoutés. Et puis ensuite, on voit bien que Egalim ressort souvent parce que cette loi perturbe aussi les internautes. Ils ne comprennent pas, cette loi qui était censée protéger ne protège pas. Ouais. Et donc, ils se demandent comment est-ce qu'une loi qui ne protège pas doit être gérée quand elle vient d'être votée. Donc, il y avait beaucoup de messages aussi sur des points de légalité et de points constitutionnels. Et puis, beaucoup de colère autour des suicides, évidemment, qui étaient listés et pointés pendant toute cette journée. Un petit détour. Un petit détour par France 24, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une page Facebook, France 24, qui est suivie par plus de 9 millions de personnes. Et ce 9 millions de personnes, il est partout dans le monde. Enfin, ce sont des internautes un peu partout dans le monde, et en particulier en Afrique. Et donc, quand vous avez publié l'intervention, en particulier de Madame Florence Parly, autour de l'hommage qui a été rendu aux 13 militaires français tués. Il y a eu énormément de réactions sur cette page, énormément de réactions aussi de locaux qui n'étaient pas toujours très favorables à la politique française. Mais comme votre page est ouverte, ça a engagé des débats. C'est d'ailleurs sur Facebook généralement qu'ont lieu les débats. Et c'était intéressant de voir que beaucoup en France, du coup, se sont posés des questions et ont engagé des discussions sur cette page. Donc voilà, c'était là pour en parler, mais vous dire que cette... Voilà, Facebook est un lieu de discussion, et c'était des discussions où parfois, je vous invite à aller voir, c'était assez virulent, mais toujours dans le respect et intéressant. Eh bien, voilà. Et puis on finit avec une note de légèreté. Ouais, par une note de légèreté. Alors, respect dont je viens de parler, je ne sais pas. Est-ce qu'il nous respecte quand il envoie des images comme ça? Donc, vous savez que cette image est devenue mythique, puisque M. Trump l'a tweeté sur son compte pour expliquer que quand il a été passer sa visite médicale, il a donc enlevé sa chemise, et voilà le torse qu'ont découvert les médecins. Sylvester Stallone. Voilà. Dites-vous quand même que ce message est un des messages qui a suscité le plus d'engagement de la part des internautes, qui était le plus repris. Donc je ne sais pas qu'en penser. Voilà. Je me demande s'il peut descendre un peu plus bas encore. Je ne sais pas, parce que voilà, le sens du ridicule n'a pas l'air d'être son propos. Non. Mais pour en revenir à la base électorale, la base électorale de Donald Trump n'a pas l'air entamée. Non, Et il Elle a son champion. Il risque fort d'être réélu l'année prochaine si les choses continuent comme parce ça. qu'en fait, dans les messages qu'il y avait, c'est pourquoi... Quand on prend les études récentes, chaque outrance de Donald Trump, paradoxalement, le fait plutôt monter dans les sondages. Absolument. Exactement. Merci à tous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à Charlotte Aurélien Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique pour avoir réalisé. À très vite.